Voilà donc troisième conférence sur la thématique de mettre le texte en jeu. Je suis donc Isaac Panté, président de la section des sciences du langage et de l'information. Je travaille dans cette unité un petit peu particulière qui unit linguistique et informatique depuis plusieurs années maintenant. Et j'y officie en tant que maître d'enseignement et de recherche en culture et édition numérique. La thématique des échelles est très intéressante pour nous qui sommes en sciences humaines. Et à vrai dire, je dois dire que merci beaucoup, Daniel, d'avoir réfléchi justement à toute cette conceptualisation derrière ce thème, parce que c'est le genre de thème en fait, sur lesquels au départ on se dit, bon, finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans un premier temps, et puis un petit peu plus tard, c'est comment est-ce que je vais faire à tout dire avec le temps qui est à ma disposition. Donc la question qui se pose évidemment de notre côté, c'est quelles échelles en fait, quelles échelles en sciences humaines. Et lorsque je préparais cette présentation, un élément qui pour moi était assez central et qui va nous accompagner en fait à peu près tout le temps, c'est cette image que vous avez très justement choisie, à mon avis, d'une représentation cartographique où on voit dans la légende que ce côté est des États-Unis vu de l'espace. Donc cette espèce de zoom out en fait, nous donne une information cartographique et sans cette légende qui est présentée, en fait, on aurait bien grand peine à savoir sur quoi on est concrètement en train de travailler. Est-ce qu'on est dans des structures cellulaires? À titre de comparaison, vous pouvez voir ici une capture faite au microscope cellulaire d'un virus de la variole. Et les patterns, les images qu'on peut trouver d'un côté et de l'autre sont assez proches. En fait, on a cette espèce de distanciation qui fait que ces objets nous deviennent relativement étrangers, ou en tout cas deviennent particuliers à des spécialistes qui doivent disposer de clés de lecture pour réussir à les interpréter. La question qui se pose pour les sciences humaines, c'est est-ce que nous avons un microscope électronique? On aimerait bien avoir un microscope électronique, évidemment, parce que vous savez l'importance qu'a pu avoir cet outil sur l'évolution scientifique, et non seulement du domaine de la biologie, mais aussi de tas d'autres domaines, unifiant même par le côté matériel infiniment petit, tout ce qui ressort d'un certain nombre de règles qui, du coup, peuvent être interprétées d'une façon différente. En réalité, les bénéfices de la visualisation, parce qu'aujourd'hui on parle énormément de visualisation, on va beaucoup parler évidemment d'humanité digitale pendant cette heure et pendant la réunion qui va suivre, enfin la discussion qui va suivre. Et en fait, quelque chose qui est véritablement une constante, Franco Moretti le rappelait encore dans son séminaire il y a quelques semaines, c'est l'importance qui est accordée à la visualisation. Le fait, à un certain moment, de en l'occurrence, aussi changer d'échelle, faire une transformation des données pour obtenir quelque chose. Ici, vous voyez une représentation en 1854, John Snow, confronté à une épidémie particulièrement virulente de choléra, cherche à déterminer quel est l'élément qui est à la source de cette contamination. Sa théorie, à l'époque, qui prend presque les aspects, en fait, pour l'époque en tout cas, d'une enquête policière, est que c'est par l'eau que les germes du choléra sont véhiculés. Et pour démontrer sa thèse, il va passer par une représentation cartographique, qui donc rappelle cette représentation qui était présentée au départ, qui fait une transition avec la biologie. Vous voyez qu'il va placer, en fait, sur la base des différents cas recensés et des différents témoignages, chaque point qui correspond à un cas déclaré de choléra. Par rapport à ces différents cas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va essayer de faire des recoupements et il va trouver, vous voyez les points qui sont marqués ici par des croix sur l'image, il va vous marquer en fait les zones particulières qui correspondent à des puits qui sont contaminés. Ce bénéfice de la visualisation, en fait, il est cité par des personnes comme moi aujourd'hui pour l'essentiel, c'est-à-dire dans des contextes un petit peu pédagogiques ou académiques où on revient sur ces documents, mais à l'époque, ce type de bénéfice, qui est véritablement lié à une transformation particulière, donc une sorte de mise à l'échelle déjà, n'est pas véritablement comptabilisé comme une très très grande transformation. À ce moment-là, on se dit, bon, ok, on obtient des informations par ce biais, mais la visualisation ne va pas se généraliser. À tel point que, donc on était ici en 1854, en 1973, Francis Anscombe, statisticien, fait une démonstration dans une publication spécifique pour mettre en avant le fait que, eh bien, non,
le fait de passer par la visualisation nous donne vraiment des informations complémentaires. Et cette communication n'est pas faite à la destination des étudiants, elle est faite à la communauté de chercheurs. C'est-à-dire, faites attention, vous devez passer par la visualisation pour découvrir de nouvelles choses. Exemple, avec ces données particulières, peut-être que les personnes qui sont ici un petit peu aguerries arrivent à directement voir un certain nombre de patterns ou des formes qui apparaissent. Vous remarquez peut-être que typiquement en ligne 4, eh bien, quasiment une constante avec un 8 en X, mais si on utilise des indicateurs qui sont des indicateurs purement quantifiés, eh bien, on se trouve en fait avec là aussi des constantes. Ces 4 distributions de chiffres, x, y, xy et autres, ces 4 vecteurs en fait voient apparaître une moyenne équivalente, ont une variance équivalente, que ce soit sur les x ou que ce soit sur les y. Autrement dit, par rapport à des critères qui seraient des critères purement statistiques, eh bien, ces données sont assez difficiles à démêler. Et vous voyez que là, on en a peu, mais imaginez aujourd'hui, à l'ère du big data, où en fait les données n'arrêtent pas de se constituer. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette base-là? Et la démonstration de Anscombe est très parlante, puisque une fois projetée sur un plan, eh bien, vous voyez en fait qu'on a vraiment des patterns, donc des formes particulières qui n'étaient pas visibles avant. Donc, évidemment, la question qui vient immédiatement après, c'est « et le texte ?» Est-ce qu'avec le texte, on peut espérer produire le même genre de choses? Est-ce qu'on peut utiliser des méthodes spécifiques qui vont nous permettre de voir, d'accéder à des formes de réalité sous-jacentes, peut-être même qui expliqueraient les niveaux supérieurs, ou en tout cas qui nous permettent de découvrir des éléments qui seraient des sortes de phénomènes émergents ou des phénomènes qui échapperaient à une lecture classique. Et il faut voir que le texte a une certaine tradition. Le texte, c'est d'habitude plutôt, et vous l'avez toutes et tous fait jusqu'à présent, en tout cas pour l'instant, la plupart des analyses de texte que vous avez dû faire étaient des analyses de texte avec une personne, professeur, enseignante, etc., qui partageait le texte avec vous, c'était une lecture assez proche, on vous demandait « lisez bien telle page pour la semaine prochaine » parce qu'on va le commenter en classe, et sur cette base, en fait, il y avait un échange qui allait s'inspirer ensuite des éléments qui appartenaient par exemple à l'époque correspondante, aux traces par rapport à un mouvement historique ou autre. Par rapport à cette tradition-là, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire sur ce procédé, qui, donc là je l'ai illustré volontairement avec un moine copiste pour faire référence aussi à toute cette longue tradition de transmission par la recopie directe et puis le rapport carrément physique au texte. De nombreux copistes et commentateurs mettaient ceci en avant. L'écriture, c'est carrément un travail physique, donc le corps entier est engagé dans ce processus même de la graphie. Eh bien, est-ce qu'on peut, nous, de notre côté, trouver une sorte de microscope? Et où est-ce qu'on va aller chercher ce microscope? Est-ce qu'on va aller le chercher plutôt dans l'infiniment petit? Est-ce qu'on va aller le chercher dans l'infiniment grand? Et quel instrument est-ce qu'on va utiliser pour ça? Eh bien, en fait, si vous imaginez que la surface de base, pour simplifier, on pourrait partir d'ailleurs, mais que la surface de base, c'est le livre, donc l'élément qui est placé au centre, il y a deux endroits dans lesquels on peut partir. La première partie, c'est revenir aux éléments qui sont les composants du livre. Ça peut être les chapitres, les pages, ça peut être les paragraphes, ça peut être les textes, donc petite portion, ça peut être ensuite des phrases, ça peut être des mots, jusqu'aux signes graphiques qui seraient un petit peu la fin de notre recherche a priori, c'est-à-dire, on ne parlerait pas de pixels, mais le point qui est perceptif par rapport à votre système visuel et qui vous permet de dire, eh bien là, je vois une différence de couleur. Ça, c'est le premier sens dans lequel on pourrait aller au niveau des échelles. L'autre sens, évidemment, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire de dire ce livre s'inscrit dans une tradition, s'inscrit dans toutes les œuvres de l'auteur déjà, qui constituent un premier corpus, et puis on peut aller encore plus loin que ça, c'est-à-dire finalement, au-delà d'un corpus, c'est aussi des textes qui s'inscrivent dans leur temps, qui s'inscrivent dans un genre particulier, qui s'inscrivent dans une littérature, qui peut être européenne ou non. Et donc, là, on a une croissance aussi qui est possible. Et évidemment, vous voyez que aujourd'hui, vous entendez parler en permanence, je suis bien placé pour le savoir, de humanité numérique, base de données, travail sur du big data, etc. Donc, la piste
qui correspond à l'amplification, c'est-à-dire celle de droite, aller chercher dans un plus grand corpus de livres pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer, eh bien, c'est évidemment une piste qui a été relativement privilégiée. Donc, par rapport à cette perspective, que fait en fait un moine copiste dans un processus classique ou vous, dans vos classes, lorsque vous avez été amené à travailler ou que vous travaillez peut-être encore sur des textes littéraires? Eh bien, en général, vous avez un livre, matériau sur lequel vous travaillez, et à côté de ça, en fait, vous commencez à faire un certain nombre d'inférences, de réflexions et autres, d'extractions par rapport à un univers mental, par rapport à vos propres références. D'accord ? L'alternative qui est proposée, ou qui peut être envisagée, c'est de dire, mais aujourd'hui, en fait, est-ce que ça, c'est pas un peu réducteur? On travaille sur un livre dans un contexte particulier, alors qu'en réalité, aujourd'hui, on a accès à des bases de données absolument colossales qui peuvent, par conséquent, contenir des livres qu'on n'aura simplement jamais le temps de lire. D'accord ? L'expertise qui existait il y a quelques années par rapport à un professeur, une professeure d'université qui justement avait une très grande connaissance du champ est, du moins c'est ce qu'on pourrait penser de façon un petit peu sommaire, presque dépassée par les bases de données extrêmement importantes et tout le calcul algorithmique sur lequel on nous vend en fait beaucoup de merveilles. Donc par rapport à cette opposition, eh bien, elle s'est cristallisée à un certain moment. Donc on va dire que ce type d'intuition existe depuis longtemps maintenant. Ce ne sont pas du tout des approches neuves. Il y a très longtemps que des statisticiens sont intéressés par le traitement statistique de texte et travaillent dessus. Les linguistes en particulier aussi, sur la parole transcrite par exemple. Mais la personne qui a certainement cristallisé ce type de procédure en la défendant sur le ton du manifeste, c'est Franco Moretti. Dans un ouvrage intitulé Graphes, cartes et arbres, il propose un autre type de lecture, ce qu'il va appeler la lecture de loin. Et ça, on va beaucoup en parler. Donc la lecture de loin, distant reading, ainsi ai-je nommé ce type d'approche il y a quelques années, où la distance n'est pas un obstacle, mais une forme spécifique de connaissance. Un nombre plus réduit d'éléments, d'où un sens plus aigu de leur interconnexion globale. Et là, Moretti va très très fort. Et c'est pour ça aussi que le champ ensuite s'est beaucoup marqué par rapport à cet élément, c'est interdiction de lire. Ça tombe bien, c'est Halloween. Franco Moretti parle d'un pacte avec le diable. Et si nous faisions le pacte avec le diable, de dire nous allons aborder la littérature, cette fois-ci sans la lire. Lire, nous savons le faire, nous le faisons depuis des années. Et en plus, et là la critique de Moretti est assez acerbe, en plus nous le faisons dans une démarche de reproduction sociale très importante. Moretti a un passé de marxiste intéressé par le matérialisme et autres, et donc il dit, mais vous qui travaillez dans ces universités, qui avez cette posture par rapport à ces textes, êtes en fait dans une position d'exégète, vous faites un effort qui est quasiment un effort théologique, et en plus, vous continuez à sanctifier les mêmes. Vous parlez de tel courant historique, mais ce courant historique ou ce type de roman ou ce type de pièce, ou peu importe, ça c'est très très localisé dans le temps. Vous regardez peut-être 20 livres qui ont été sanctifiés par la critique. Mais et tous les autres? Si on voulait regarder vraiment le corpus en entier, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait si en fait on partait sur une littérature beaucoup plus inclusive? C'est-à-dire on prend aussi les échoués, les ratés, les personnes qui n'ont pas été retenues par la critique, et qui sont en l'occurrence disponibles parce qu'en général ne sont plus entre des ayants droit, sont des textes très anciens, vite numérisés par des acteurs commerciaux et autres. Si on prenait tout ça et qu'on essayait d'établir des théories dessus. Et là, on trouve notre microscope électronique à nous, peut-être. C'est-à-dire, on revient vers un encodage qui va nous permettre de nous dire, eh bien, et c'est ce que clamait Moretti assez volontiers pendant une certaine période, eh bien peut-être qu'effectivement on a notre microscope électronique et peut-être que, effectivement, dorénavant, il faudra travailler uniquement de cette façon-là. C'est-à-dire uniquement avec la distant reading. La close reading n'est pas seulement serrée, elle est aussi fermée. Elle a des œillères, on doit débloquer cette démarche. Qu'est-ce que ça veut dire à partir de ce moment-là faire de la distant reading? Si on va voir un petit peu en détail, eh bien c'est lire de loin. C'est comme ça que c'est traduit dans l'ouvrage en français.
Et quel type de résultat Moretti a obtenu dans un ouvrage que j'ai ici d'ailleurs, qui s'appelle Graphes, cartes et arbres, qui recense divers articles et fait un petit peu un point de vue général. Eh bien, il se propose en fait de lire de loin. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on ne va pas se contenter de regarder un ou deux livres, on va en prendre une quantité astronomique. Et cette quantité astronomique de livres, ensuite, on va la structurer. C'est-à-dire on va essayer de regarder, par exemple, par rapport à des genres. D'accord? Les genres, c'est intéressant pour une approche de distant reading. Pourquoi? Parce qu'on est tout de suite dans le niveau d'en dessus. On parlait tout à l'heure du livre, et puis après il y a le corpus constitué par l'auteur, et l'étage au-dessus encore, eh bien c'est évidemment le mouvement ou le courant ou le genre. Donc vous voyez ici tous les genres qui sont présentés, courtship novel, picaresque, etc. Et il se dit, bon, si maintenant je fais une quantification de ces ouvrages, sur la base des données qui ont été saisies dans des bases de données, eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Et est-ce que je peux voir pendant combien de temps un genre s'étend? En fonction du nombre de livres. D'accord? Et alors, le livre de Moretti regorge d'exemples de ce type, mais je prends celui-là parce que c'est le plus simple, mais beaucoup d'exemples sont très intéressants, vous pourriez les approfondir, mais c'est celui qui passe le mieux sur une dia. Et vous voyez qu'ici, en fait, vous avez une espèce de continuité, et ce que découvre Moretti, c'est finalement un genre, selon les catégorisations qu'il a retenues, évidemment, un genre dure entre 25 et 30 ans. Pourquoi un genre dure entre 25 et 30 ans? Pourquoi la nouvelle épistolaire dure entre 25 et 30 ans, comme le roman épistolaire comme le roman sentimental? Pourquoi le roman d'espionnage dure aussi pendant 25 et 30 ans? Comment ça se fait qu'il y a une espèce de pic à ce moment-là? Ça ne veut pas dire évidemment que vous ne retrouvez plus aucun de ces livres, mais qu'il y a vraiment une espèce de pic à un moment donné. Et du coup, interprétation de Moretti dans ce contexte, que je ne vais pas vous détailler, sinon elle prendrait le reste de cette séance, mais c'est que finalement, il y a des facteurs externes qui ne sont pas liés à la critique. Des facteurs qui sont, il ne sait pas l'expliquer mieux, il en est un petit peu désolé, mais ce qui lui semble le plus pertinent, des facteurs qui sont des facteurs de génération. Il y a une génération d'à peu près 25-30 ans de personnes qui, à un certain moment, ont une sensibilité par rapport à une thématique, et puis ensuite, simplement, ça change. Donc, là où on a des théories sur le genre, d'influence mutuelle, etc., est-ce qu'elles sont encore valides par rapport à ça? Est-ce qu'elles sont invalidées par rapport à ces processus? Je ne veux pas vraiment détailler, trancher sur ces éléments-là. Vous allez voir que la suite de la présentation va bien vous renseigner sur cette question. Plus proche de nous, vous avez ici un collègue, Mathieu Triclot, professeur de jeux vidéo, qui est venu l'année dernière pour le colloque que nous avions organisé et qui, en fait, s'est aussi mis à ce type de technique, en l'occurrence avec une approche assez particulière qu'il a intitulée la rythme analyse, à savoir, voilà, il y a des game studies maintenant, des gens qui font de la critique sur les jeux vidéo, c'est un domaine en pleine expansion, et par rapport à ces thématiques, eh bien, si je faisais quelque chose de spécial, c'est-à-dire là aussi je m'éloignais de ce que fait la critique en comparant certains corpus, soit textuels, soit des corpus de jeux, mais que j'essaye de me dire, bon, et si maintenant j'enregistrais les joueurs, je mets des capteurs sur leur manette, et j'enregistre les joueurs sur leur déplacement. D'accord ? Je fais ça pour un certain nombre de joueurs, et ensuite, à l'aveugle, c'est-à-dire le jeu vidéo sans la vidéo, j'essaye de voir si j'arrive à retrouver les genres. Est-ce que les genres ont une existence réelle et est-ce que les jeux appartiennent vraiment à tel ou tel genre, par exemple? On est toujours dans des thématiques de classification, comme vous le voyez, et de nouveau, là, les résultats sont intéressants et permettent de dire, eh bien, voilà ce qui définit, par exemple, un genre comme, je ne sais pas, le jeu de plateforme. Eh bien, c'est une certaine structure particulière de frapper des touches. Après, il peut être vendu d'une façon particulière, mais peut-être que ce qui le caractérise le plus, en particulier par rapport à un jeu vidéo, ben, c'est justement cette façon de jouer, ce gameplay, cette séquence de touches qu'on va faire. Et puis depuis lors, ce champ n'a de cesse de croître, donc indépendamment des jeux vidéo. Vous voyez ici Les Misérables de Victor Hugo. Même type de raisonnement, et si cette fois-ci, en fait, au lieu de lire Les Misérables de Victor Hugo, donc vous n'avez besoin de, a priori, aucune connaissance pour le faire, eh bien, je me disais, bon, je vais prendre chaque page et je vais regarder quand est-ce que des personnes parlent entre elles. Quand est-ce que, en fait, elles apparaissent proches les unes des autres, vu qu'il ne s'agit pas d'une pièce de théâtre. Elles apparaissent sur la même page, bon, c'est que ça veut dire que, d'une façon ou d'une autre, elles doivent être en lien. Il y a un risque d'erreur, évidemment, mais vous faites ça sur l'entier des Misérables. Donc ça réduit.
Et ensuite, vous créez ce qu'on appelle une matrice d'adjacence, c'est-à-dire vous dites, bon, quand est-ce que Javert apparaît avec Brujon, il apparaît dans tel contexte. Et ensuite, on noircit les cases en fonction de ces éléments-là. Représenter un petit peu autrement, ce qu'on voit aujourd'hui énormément dans les humanités digitales, mais c'est toujours la même information, c'est on peut créer des réseaux, en fait. La création de réseaux qui vont nous permettre de dire, eh bien tiens, en fait, quand je regarde les Misérables, je vois qu'il y a des communautés. Ces différents personnages apparaissent d'une façon particulière. Donc ici, une communauté de personnages, et il y a un personnage qui a l'air de joindre les autres, ce qui nous permet, par exemple, de façon distante et extrêmement rapide, de dire « Ah, tiens, là, il y a un récit enchâssé. » Parce que, par exemple, alors, ce n'est pas nécessairement cet exemple ici, je me sers vraiment de cette dia à titre d'exemplification, mais admettons que cette personne-ci parte dans une narration, et dans sa narration, elle mentionne 5 personnages qui ne réapparaissent plus du tout dans le reste du récit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, on est dans un chapitre? Est-ce qu'on a une communauté ou autre? Et à ce moment-là, on peut recommencer à faire des analyses. Depuis lors, en fait, c'est un peu la guerre entre les deux, il faut bien le dire. C'est-à-dire que d'un côté, on a les défenseurs de la close reading et les défenseurs de la distant reading qui s'opposent. Et j'ai volontairement présenté les choses de façon un petit peu polémique, tout en restant très mesuré, parce que, à vrai dire, ces deux éléments ont évidemment des conséquences institutionnelles, c'est-à-dire, prochaine nomination de poste dans une faculté, est-ce que ce sera plutôt quelqu'un qui dépendra de telle filière ou d'une autre? Donc, évidemment, nos objets de recherche sont aussi influencés et influencent aussi les structures académiques. Donc, il y a un véritable enjeu autour de ça. Je vais passer cette dia. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Et en fait, on parle de lire de loin. M'aurait-il dit, j'ai choisi, il y a quelques années, de parler d'une lecture distante. Mais, en fait, qu'est-ce que ça veut dire que cette lecture distante? Qu'est-ce qui se cache là derrière? Prenons un petit exemple. Si on va jeter un œil du côté de cet exemple que vous voyez ici, que vous pouvez faire très simplement en fait en termes de programmation, parce que manuellement c'est un petit peu embêtant, mais qui consiste à dire, bon, je vais prendre 2 romans et je vais enlever absolument tous les mots. J'enlève tous les mots, et en enlevant tous les mots, eh bien, je regarde simplement les signes de ponctuation. Il y en a certains que je vais enlever, des signes de ponctuation un peu particuliers, comme par exemple le retour à la ligne, les tirets qu'on a sur la droite. Quand vous commencez ensemble, il va falloir couper quelque part. On coupe pour que cet objet, en fait, qui appartient vraiment à l'objet livre, le livre imprimé contraint aussi le matériau, il va falloir en fait retirer un certain nombre d'informations et les changer. Pour les personnes qui sont un petit peu à l'aise avec ces deux auteurs, il y a quand même des choses que vous voyez. C'est-à-dire que ça vient en fait valider vos connaissances. Ça, c'est déjà un premier point. Vous savez, par exemple, que Cormac McCarthy, et là, en l'occurrence, vous ne pouvez pas vous baser, enfin, s'il y a quand même, il a conservé les tirets, vous savez que Cormac McCarthy a cette petite coquetterie littéraire de ne pas mettre de tirets dans ses dialogues, par exemple. Donc ça serait une première différence. Mais vous savez aussi, si vous l'avez lu, que Cormac McCarthy a un style plutôt sec, qui des fois peut avoir d'assez longues descriptions, mais qui en général sont plutôt des phrases assez courtes, assez toniques, avec une notion presque, on va dire, injectée au niveau textuel d'une forme de virilité, sécheresse, Far West, etc. Okay? Faulkner, c'est très différent, hein. Beaucoup de parenthèses, des récits enchâssés, etc. On n'est pas dans une écriture qui s'approche du scénario et du temps continu. On est vraiment dans une littérature avec beaucoup d'aller en avant, retour en arrière, injection de descriptions et autres. Et là, eh bien, on obtient effectivement quelque chose, c'est-à-dire on voit véritablement une différence. Par contre, ce qui est assez frappant ici, c'est que vous voyez que dans ces images, est-ce que, en fait, on est bel et bien dans une lecture distante? Est-ce que c'est une lecture distante, ça? Dans la métaphore qu'on a utilisée au départ, qui était celle de la cartographie, et c'est ce qu'a l'air de dire Moretti, si je lis de loin,
Mais est-ce que là, je suis vraiment en train de lire de loin? Ce n'est pas une lecture je ne fais pas un pas en arrière par rapport à ma lecture. Ça n'est pas le même type d'opération qu'à partir du moment où je dis, OK, ou en tout cas que je crois faire, quand je dis je mets tout un lot d'ouvrages et je vais travailler sur 5000 livres, et donc je vais regarder ça un petit peu à distance, qui est le zoom que vous connaissez bien, c'est-à-dire, vous voyez bien, Google Maps ou autre, je fais un zoom en arrière et ensuite la réalité se compresse. On suit une sorte de métaphore optique. Là, ce n'est pas du tout ce qui se passe. En l'occurrence, je suis bel et bien en train de lire un texte, mais c'est un texte qui a été altéré. C'est bien de la lecture, encore que, ça pose une question, mais est-ce que c'est distant? Mon avis, c'est que ça ne l'est pas. Donc ça, c'est le premier élément par rapport à cette lecture qu'on nous présente comme distante. Eh bien, en fait, il y a un petit truc qui nous met mal à l'aise déjà par rapport à cette métaphore. La deuxième chose, c'est que quand on parle de la lecture close reading, alors ce mot a une tradition, il est apparu en 1930 dans un certain nombre de textes littéraires. On invitait justement à une lecture qui soit assez attentive. Et puis maintenant, si vous lisez, vous faites une recherche par rapport à close reading, automatiquement vous allez tomber dans cette opposition. C'est-à-dire vous allez trouver des textes qui vont documenter, par exemple, cette démarche-ci, à savoir la close reading comme correspondant à une approche en fait très serrée du texte, où je m'arrête, je m'assieds même physiquement, c'est-à-dire je commence à regarder ce texte avec une beaucoup plus grande attention. Mais est-ce que c'est vraiment close? D'accord? À partir du moment où je fais toutes mes associations dans ma tête, c'est-à-dire je suis en train de me dire mais en fait cette écriture s'associe à tel autre espace, tiens là je retrouve typiquement du Faulkner, c'est bien la littérature américaine, etc. Donc je fais moi-même un pas en arrière, je fais une sorte de mise à l'échelle. Cette mise à l'échelle, elle est interne. Mais il y a quand même une mise à l'échelle qui est faite. Et puis, par ailleurs, est-ce que c'est uniquement de la lecture? Parce que tout à l'heure, on disait, bon, ça reste de la lecture, oui, mais est-ce que là, vraiment, je suis en train de lire de la même façon que lorsque je dis que je suis en train de lire un texte littéraire, avec tout ce que ça peut provoquer comme éléments émotionnels et autres? Bien sûr, ce n'est pas les mêmes objectifs, mais quand même, ça pose la question en fait, de voir dans quelle mesure on a peut-être mélangé un petit peu les métaphores et dans quelle mesure ce mélange des métaphores ensuite peut nous opposer. D'accord? Parce que, évidemment, ça crée un lieu d'opposition. Donc, cette close reading, pas nécessairement close parce que déjà elle est ouverte sur autre chose, pas nécessairement proche parce que justement elle vient s'appuyer sur toute cette profondeur de champ culturel que l'exégète a. Et puis, en plus, pas uniquement de la lecture, tout un nombre de processus mentaux qui s'activent, qu'on imagine exécutés par l'ordinateur de l'autre côté à partir du moment où on fait des réductions. Donc, dans ce contexte, le problème, en fait, c'est la notion de distance. C'est-à-dire que oui, effectivement, on a des nouveaux outils, c'est sûr. Ces outils informatiques, vraisemblablement, on a toutes les raisons de les mobiliser, on a toutes les raisons de continuer à les utiliser. C'est-à-dire, par exemple, prendre un texte, comme vous l'avez vu avec ce type de réduction, c'est-à-dire regarder une page particulière et enlever tout le contenu textuel pour regarder quelle est la ponctuation, ça nous donne quand même une information particulière. Et cette information qui nous est transmise, eh bien, elle est potentiellement redondante, mais elle peut aussi être potentiellement différente. Et si elle est différente, ça veut dire qu'elle nous permet soit de venir valider des hypothèses, soit éventuellement de créer de nouvelles hypothèses. Un petit peu comme Snow au départ par rapport à sa situation avec le choléra. Eh bien, si je transforme mes données de cette façon-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui arrive? Alors, pourquoi est-ce que Moretti parle de distance et est-ce qu'on doit continuer en un sens avec ce terme? Alors, je vous rassure, ça ne va pas changer, parce que maintenant, c'est entré comme ça. Il y a un certain nombre de citations qui sont liées à la nomination de distant reading et autres, mais on doit quand même être vigilant sur l'usage de ces mots-ci. Parce que depuis un certain temps, maintenant, si vous lisez, je faisais encore l'exercice hier, je me replongeais dans toute cette littérature scientifique spécifique, et vous trouvez maintenant des tas d'échelons intermédiaires. Nous-mêmes en avons commis un, avec mes collègues de la section du sens et du langage et de l'information et un collègue historien, nous avons proposé quelque chose qui était censé dépasser ce clivage, c'est-à-dire une sorte de medium reading
qui proposait d'un côté un réseau de personnages théâtraux, et puis de l'autre côté, on avait le texte. Parce qu'on se disait, et c'est ce qui est en train de se passer dans le champ maintenant, on a un problème quand même avec ça. C'est-à-dire, on arrive à obtenir certains résultats par la distant reading, et on a la close reading de l'autre côté. Et on se rend bien compte qu'en réalité, on doit faire des va-et-vient. Et ces va-et-vient, en réalité, si on est tout à fait honnête, même quand on fait de l'encodage de données, on doit les faire. Vous pouvez compter sur du topic modeling, vous pouvez compter sur un certain nombre d'outils qui vont se charger de faire des analyses automatiques du texte et par exemple aller identifier des noms de lieux ou autres, mais à un certain moment, on va revenir au texte. On va essayer de les combiner les uns les autres et donc il y a un certain nombre de processus qu'on a tendance un petit peu à passer sous silence, ou en tout cas qui passent sous silence simplement parce que la métaphore est différente. Et donc la question qui se pose, c'est vraiment cette question des échelles. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé, et pourquoi Moretti, de son côté, a parlé de distant reading? Pourquoi est-ce qu'il est parti sur cette métaphore qui est une métaphore véritablement spatiale? Bien, une hypothèse qu'on peut mettre en avant, c'est déjà le fait que nous restons des humains. Et qu'en l'occurrence, on sait que tous les processus qui sont proches de la vision impactent énormément la connaissance. Qu'en réalité, si le microscope électronique a été à ce point aussi une innovation, c'est d'une part parce qu'il nous permettait d'aller voir l'infiniment petit, ou en tout cas quelque chose de relativement petit, mais aussi parce qu'il venait remobiliser un des sens que nous utilisons le plus lorsque nous voulons faire des analyses, à savoir le sens visuel. Donc la cartographie, en plus, c'est une notion que vous avez toutes et tous, vous vous êtes toutes et tous trouvés dans une situation à regarder une carte géographique dans l'enfance peut-être la dernière fois, ou en tout cas sur Google, et à vous être dit, voilà, et à un moment peut-être à vous être posé la question de l'échelle. Donc notre premier réflexe, c'est un réflexe visuel, et un réflexe qui est un réflexe de distance. Et puis l'autre chose, c'est peut-être l'ère du temps. On ne vit pas dans un univers qui n'est pas touché par les signifiants autour de nous, et en l'occurrence, vous n'arrêtez pas d'entendre parler, en particulier par rapport à cette transformation numérique, et c'est un terme que mes étudiants et mes étudiantes rencontrent aussi souvent, c'est la scalabilité. Est-ce que, au point qu'il est entré justement dans le français, de scale évidemment, de l'anglais, mais est-ce qu'un système informatique peut tenir, est-ce qu'il peut résister? La question, qu'est-ce que c'est que la scalabilité? C'est la capacité d'un produit à s'adapter à un changement d'ordre, de grandeur, de la demande montée en charge, en particulier sa capacité à maintenir sa fonctionnalité et ses fonctionnalités en performance en cas de forte demande. C'est dans un contexte en général très appliqué, très économique. Vous inventez le nouvel Instagram. Au début, vous avez 20 personnes. Après, vous en avez 200 000. Est-ce que le système peut tenir cette demande-là? Mais vous voyez que cette progression, c'est une progression qui est purement linéaire et qui correspond à, de nouveau, une continuité. Est-ce que je peux passer du petit au grand? Est-ce que je peux faire un zoom? On est très marqué par cet élément optique. Or, dans mes souvenirs, moi je me rappelle quand j'ai commencé ici à l'Université de Lausanne en tant qu'étudiant, François Bavot, qui est maintenant un de mes collègues, nous donnait dans son cours de statistique, première année, il nous disait alors, vous serez bien attentif à quelque chose, c'est que, en l'occurrence, les données sont particulières. Elles ne sont pas toutes du même type, ou en tout cas, on peut les créer d'une façon relativement différente. Vous ferez la différence, par exemple, entre les variables qui sont des variables quantitatives et les variables qui sont des variables qualitatives. Les variables nominales, comme le genre, eh bien, ne permettent qu'un comptage. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut les compter. Les couleurs, c'est la même chose. A priori, quelle est votre couleur préférée? Je vais les compter. C'est tout ce que je peux faire. Étape ensuite, les variables ordinales. Si je vous dis quelle est votre couleur préférée, mais que cette fois-ci je vous fais choisir sur une échelle, c'est-à-dire sur une certaine mesure, eh bien là je vais pouvoir vous dire moi je préfère plutôt plus sombre, ou plus foncé, ou plus clair, et on va pouvoir travailler là-dessus. Et là on a un nouveau type d'opérations qui sont autorisées. Autrement dit, les variables ordinales nous permettent un autre type de traitement. Même chose ensuite pour les variables d'intégrale, les degrés Celsius. Cette fois-ci, on peut commencer à faire des opérations mathématiques un petit peu plus complexes. On peut commencer par exemple à appliquer des indicateurs qui vont nous permettre de dire, entre 50 degrés et puis entre 50 degrés Celsius et puis 52 degrés Celsius, eh bien il y a 2 de différence, 2 unités de différence. Alors que si par exemple on est dans des grades militaires avec des variables ordinales,
un caporal, la distance entre un caporal et un premier lieutenant n'est pas la même quand la distance entre un premier lieutenant et un capitaine, en termes de prestige, nombre de jours, etc. On n'est pas dans le même type de données. Mais, et mon collègue s'empressait de le dire, chacune de ces échelles peuvent être transformées. C'est-à-dire, on peut aller, en tout cas, de l'échelle la plus exigeante vers l'échelle qui l'est le moins. Par exemple, je pourrais très bien passer d'une durée, je pourrais dégrader une durée, donc il y a un zéro fixe, c'est-à-dire il y a 0 durée, ou il y a 1 seconde, ou il y a 10 secondes, etc. L'échelle continue, mais je pourrais la changer en disant, eh bien, en fait, j'ai 2 cas. J'ai un cas où c'est 5 secondes, et j'ai un cas où c'est 10 secondes. Okay. Donc ce type de transformation va me permettre de créer, du coup, de nouvelles échelles. Et par conséquent, de venir changer notre conception. Et là, vous voyez que dans ces échelles-ci, c'est-à-dire dans ce que devrait être, à mon sens, la mise à l'échelle au niveau des sciences humaines, eh bien, la question de la distance ne se pose pas. Et pourtant, si vous allez sur Internet aujourd'hui et vous regardez tous les efforts qui sont faits, et il y a des efforts colossaux qui sont investis, notamment dans l'industrie ou autre, dans la génération de bases de données extrêmement importantes, on vous propose des outils de visualisation qui vous permettent d'interagir, de plus en plus automatisés. Et qu'est-ce qu'on vous propose en particulier? De pouvoir zoomer, avancer un petit peu. Et donc, on entretient en fait cette distance sur le fait que, ce travail sur le fait que, à partir du moment où je zoome, en fait, je change d'échelle, et comme si c'était une sorte de processus neutre. Parce qu'à partir du moment où, justement, je suis dans un zoom optique, eh bien, j'ai un processus relativement neutre. En réalité, on devrait bien retourner un petit peu du côté de la philosophie pour voir si, au-delà de cette métaphore de la distance, on ne peut pas aller plus loin que ça. Nelson Goodman, philosophe analytique qui a beaucoup travaillé sur les théories de l'art, a créé un ouvrage très intéressant que je vous invite à lire, qui s'appelle « Manière de faire des mondes », et qui, en fait, part dans une approche plutôt pluraliste. Il y a différentes versions du monde qui peuvent être disponibles, qui peuvent être créées, et par conséquent, dans ces différentes versions, eh bien, on peut les créer de façon particulière, en recourant à un certain nombre de procédés. Par exemple, la composition et la décomposition. Autre possibilité, on peut pondérer. Les conflits que vous avez avec des personnes autour de vous sont liés à des pondérations de certains traits que vous avez, par exemple. Troisième élément, des éléments d'agencement, ou bien finalement des éléments de suppression et supplémentation. Si on pensait les échelles en sciences humaines sous cet angle-là et plus sous l'angle qui est simplement celui proposé par la distance reading d'une distance optique, d'une distance spatiale, certainement qu'on n'arriverait plus à tomber d'accord. Parce qu'à ce moment-là, la mise en scène d'un texte littéraire au niveau théâtral, c'est un réagencement d'un texte original. Et de façon générale, vous, à chaque fois que vous effectuez un acte de lecture, vous stabilisez, vous mobilisez une sorte de machine, une machine textuelle qui est faite, qui est entièrement relationnelle, c'est-à-dire qui dépend de vous. Le texte, tant qu'il n'est pas lu, n'est pas actualisé. Et vous l'actualisez par rapport à un certain nombre d'éléments qui vous correspondent, c'est-à-dire vos propres références, mais aussi le regard particulier que vous allez poser sur un texte. Si vous faites une lecture qui soit plutôt une lecture genrée par rapport à un ouvrage particulier, vous allez reconfigurer le texte d'une façon particulière. Vous allez pouvoir montrer, en fait, que, par exemple, il y a des manques ou il y a d'autres choses qui devraient être là, ou que c'est bien un livre de son époque, ou qu'au contraire, il est en avance par rapport à un élément. Et là, que vous le fassiez d'une façon, entre guillemets, informatique ou pas, c'est un outil complémentaire. On n'est plus dans une pure logique d'opposition. Donc, ces outils généraux, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que le texte déjà est une machine très particulière. Et il y a un théoricien pour ça, et je me rends compte que j'aurais dû garder cette dia, mais peu importe, Espenji Arset, qui, dans les années 90, écrivait un livre sur la littérature ergodique. Et en l'occurrence, cette littérature ergodique, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, eh bien, maintenant, il faut qu'on revoie un petit peu notre conception des textes à la lueur d'un certain nombre de transformations. Et ces transformations, c'est notamment les transformations numériques. Transformation numérique, par exemple, à partir du moment où vous accédez, vous lisez un livre-jeu. Vous vous souvenez peut-être de ces livres-jeux avec un itinéraire particulier, hein, vous commencez en page 10 et puis tout d'un coup on vous dit soit vous ouvrez la porte à gauche, soit vous ouvrez la porte à droite. Et
en l'occurrence, la théorie littéraire de Arset est utilisée beaucoup pour documenter la littérature numérique, mais elle la dépasse amplement, et il le dit. C'est des procédures qui sont très anciennes, le Yiking, le tarot. On a énormément de littérature en fait, qui se construisent au moment de la lecture. Déjà, celle que vous lisez par rapport à votre propre injection de contenu, c'est-à-dire je pense, je lis tel texte et ensuite je fais des associations, ça c'est la première chose. Mais le deuxième élément, c'est qu'il y a ce type particulier de littérature, et ce type particulier de littérature, en l'occurrence, vous ferme des portes. Vous avancez toujours dans ces livres avec le sentiment que vous perdez peut-être quelque chose. J'ai peut-être pris le faux chemin. Sentiment qu'on n'a pas, évidemment, lorsqu'on lit un texte naturel. Sentiment que retrouve le critique, qu'il soit en distant reading ou en close reading, à partir du moment où il se dit « j'ai telle clé de lecture, est-ce que je loupe quelque chose ou pas ?» Et si on envisage ça sous un angle qui est un angle, cette fois-ci, statistique, que font les méthodes statistiques? Elles viennent compresser, réduire, rassembler l'information, les transformer, pour que, sur cette base, en fait, on puisse vérifier des hypothèses. Et le critère, c'est dans quelle mesure est-ce que ça rend compte? Qu'est-ce qui m'échappe? Et quelqu'un qui fait de la close reading est exactement dans le même type de démarche. Donc à partir du moment où on est dans cette approche qui est l'approche des échelles, l'essentiel, ça n'est plus tant justement cette question de savoir si on est dans une échelle à 1 millième, 1 10 millième ou autre, mais l'élément central de cette opération, c'est ça. C'est le 2 points. D'accord ? Et on a cette habitude maintenant, avec le big data et autres, de se dire « mais le critère, c'est le 100 000 à droite, ou c'est le 10 000 ». Ayons encore plus d'ouvrages. Mais beaucoup de littérature, et là j'aimerais peut-être rassurer aussi certaines personnes qui peuvent avoir un regard particulier par rapport à ces humanités digitales, il y a une vraie conscience maintenant, du côté des humanistes digitaux aussi, que la simple accumulation ne suffit pas. Pas simplement parce qu'on n'a pas les moyens de traiter ou autre, mais simplement parce que assembler des données sans revenir aux données, sans pouvoir véritablement penser le modèle, eh bien c'est quelque chose de problématique. Et en réalité, quand on fait une traduction comme celle-ci, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la modélisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, dans ces co-occurrences sur les misérables, vous devez vous dire, eh bien, ma technique, ça va être de prendre les deux personnes qui sont sur la même page, ça a des conséquences. Si ensuite vous vous dites, bon, les deux personnes qui sont sur la même page, mais peut-être avec tel écart de lettres, ça a des conséquences. C'est autre chose. C'est à chaque fois des modélisations. Ces modélisations ne sont pas spatiales. Donc dans ce contexte, je vais presque m'arrêter là parce que je veux vraiment laisser de la place pour la discussion, évidemment. Il reste une question à se poser, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux espérer dans ce contexte? Qu'est-ce qu'on peut espérer en tant qu'humanistes digitaux, qu'on soit de la close reading ou bien de la distant reading? Bien là, je vous ressors un texte de Bachelard qui n'est pas nouveau, 1938. Et vous voyez, je vous le lis, de nos jours, 1938, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui avec l'accélération du numérique, hein? De nos jours, les ruptures d'échelle n'ont fait que s'accentuer. Mais le problème philosophique s'est toujours révélé le même. Obliger l'homme à faire abstraction des grandeurs communes, de ses grandeurs propres. L'obliger aussi à penser les grandeurs dans leur relativité à la méthode de mesure. Bref, à rendre clairement discursif ce qui s'offre dans la plus immédiate des intuitions. Et ça, cette transformation, eh bien, elle peut être apportée par le close reading ou bien par la distant reading. Mais avec une petite correction, c'est d'enlever les grandeurs. Merci beaucoup.